En tant que praticienne ou praticien, vous avez peut-être déjà rencontré des situations déroutantes comme des blocages qui persistent malgré un travail approfondi ou des résistances qui semblent échapper à vos outils habituels. Eh bien, certaines informations utiles à l'accompagnement pourraient se trouver dans une forme de mémoire plus vaste, au-delà de l'histoire connue du patient. Les archives akashiques, comme on les appelle, décrites par les traditions spirituelles comme une mémoire informationnelle de l'âme, suscitent beaucoup de curiosité et beaucoup de questions aussi. De quoi parle-t-on exactement quand on parle d'annales akashiques? Peuvent-elles enrichir une pratique thérapeutique? Et si oui, comment les utiliser avec discernement et avec éthique? Pour explorer ces questions, nous recevons Marie-Christine Delahaye, praticienne et enseignante en lecture des archives akashiques. Ensemble, nous allons interroger la place de cet outil dans l'accompagnement, ses apports possibles, ses limites et la manière dont il peut s'intégrer de façon cohérente dans une pratique. Je suis Sébastien Lilly, cofondateur d'Inexploré, et l'émission commence maintenant. Mais juste avant, pensez à liker, à partager à vos amis ce podcast et si vous aimez nos contenus, activez la petite cloche et les notifications pour suivre nos prochaines émissions. Mais le mieux, c'est toujours de s'abonner à Inexploré Praticien pour profiter de l'intégralité et de toutes nos ressources. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Inexploré Praticien. Inexploré Praticien, c'est un réseau de professionnels de l'accompagnement, du soin et de la conscience, réunis autour d'une ambition commune, faire évoluer les pratiques vers plus de cohérence, de profondeur et d'efficacité. Ensemble, on construit un écosystème fondé sur la confiance et sur l'exploration d'approches multidimensionnelles au service de l'être humain. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux archives akashiques. Pour animer cette émission, je suis en joie d'accueillir Aurélie Maléco-Chabanel. Bonjour Aurélie. Bonjour Sébastien. Alors aujourd'hui, je suis en effet ravie de recevoir Marie-Christine Delay. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Aurélie, bonjour Sébastien. Ravie Bonjour. également. Alors Marie-Christine, vous êtes praticienne et enseignante en lecture des archives akashiques, également coach professionnel certifié et auteur de plusieurs ouvrages autour des enseignements spirituels, de la sagesse du cœur et des archives akashiques. À travers vos accompagnements et vos transmissions, vous proposez une approche qui relie spiritualité, conscience et accompagnement thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons parler des archives akashiques et de la manière dont elles peuvent apporter un éclairage différent sur certains blocages thérapeutiques ou certaines résistances parfois difficiles à comprendre. Nous verrons donc ce que sont concrètement les archives akashiques, quelle place elles peuvent prendre dans l'accompagnement, mais aussi le cadre et la posture nécessaires en tant que thérapeute si on souhaite utiliser les archives avec rigueur. Alors pour commencer, Marie-Christine, comment définiriez-vous les archives akashiques de façon accessible pour des thérapeutes? Alors pour moi, les archives akashiques, c'est comme un réservoir de connaissances en fait. C'est un plan vibratoire accessible, dans un état de conscience élargi, au sein duquel on va, retrouver les pensées, les actions, les paroles, les émotions, présentes et les potentialités, futures, présentes et passées également, de tout le vivant et plus particulièrement, on va dire, des humains, mais aussi, des animaux, des lieux, potentiellement de groupes, des pays, et cetera. Donc l'akasha, ça contient à la fois les archives akashiques, individuelles, on va dire et collectives. Donc comme celle d'un couple, d'une famille, d'un groupe, d'une entreprise, d'un pays, voilà. Donc c'est vraiment cette notion de réservoir de connaissances, de champ d'information, en fait. Alors souvent il est décrit, certainement que les personnes ont entendu parler d'une sorte de bibliothèque cosmique. Moi j'aime bien aussi le définir comme une sorte de toile énergétique, un peu comme la toile d'araignée en fait, où viennent justement s'enregistrer, les pensées, les paroles, les émotions, les actions, individuelles et collectives. Et est-ce que vous faites une différence entre justement Akasha ou les archives akashiques? Est-ce que vous utilisez aussi, d'autres termes comme, le livre de la vie ou il y a dans plein d'autres traditions, spirituelles, au final, on utilise peut-être d'autres mots pour décrire Akasha ou les archives akashiques? Oui, oui, il existe, beaucoup de en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que l'origine n'est pas, liée à un seul courant.
C'est quelque chose qui existe, ce sujet depuis très, très longtemps dans plein de traditions. Akasha, donc ça vient du sanskrit, substance, primordiale, la substance dont toute chose est faite. Malgré ce n'est pas à rattacher exclusivement à la tradition, hindouiste, indienne en tous les cas. Donc effectivement, vous avez cité le livre de vie, qu'on retrouve, dans la Bible. Après, il y a, plus proche de nous, Rupert Sheldrake parle des champs morphogéniques. On parle, de voilà, Nassim Haramein, il parle d'un champ aussi, d'information. Il y a la notion d'inconscient collectif de Carl Jung aussi qui ferait référence aux archives akashiques, la fameuse noosphère, de Pierre Teilhard de Chardin. Donc c'est vrai que on en parle un petit peu dans différentes, traditions. Hem Et en français, on parle d'archives ou de mémoire ou d'annales akashiques ou de registres, de dossiers, enfin bref, il y a toute une terminologie. C'est vrai qu'en anglais, moi j'ai découvert les archives akashiques aux États-Unis et bon, bah, là-bas c'est plus simple, hein, le vocabulaire, donc c'est, records, akashic records, donc c'est vrai qu'on peut aussi, appeler les enregistrements akashiques, voilà, donc effectivement, ce n'est pas, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas relié à une tradition, en fait, et encore moins à une religion. C'est vraiment quelque chose qui est accessible, quelles que soient, j'ai envie de dire, ses croyances. Alors moi, j'ai déjà eu en séance, des personnes, de j'ai envie de dire athées ou non pratiquantes, des personnes de religion, chrétienne, juive, musulmane, hindouiste, bouddhiste, bon, le bouddhisme n'est pas forcément une religion d'ailleurs, mais voilà, donc c'est vraiment très, très, très vaste. Alors, vous nous avez parlé des États-Unis, de différents courants, spirituels qui finalement, mènent peut-être au même, réservoir enregistrement d'informations. Racontez-nous, vous aussi, comment, au final, Marie-Christine, vous êtes arrivée aux archives akashiques dans votre vie? Parce que vous avez quand même écrit même des livres à ce sujet-là, sur l'enseignement des maîtres akasha. Donc comment est-ce que vous en êtes arrivée là? Alors, un peu par hasard, si toutefois le hasard existe, en fait, à l'époque, donc on est en 2010, je suis en train de me former, au coaching et l'école de coaching que je suis, donc c'est un enseignement américain, mais je suis l'enseignement en France, en fait, à Paris, et cette école américaine, nous envoie un mail comme quoi, ils organisent un premier colloque, en février 2011 pour, à l'attention, en fait, de tous les stagiaires, de tous, voilà, ceux qui sont en formation, ceux qui sont déjà, j'ai envie de dire certifiés, et qui exercent. Quand je reçois cette information, par mail, je ne sais pas vous décrire, j'ai eu comme un espèce d'explosion au niveau du cœur. Quelque chose m'a dit: «Il faut y aller». Et tout de suite derrière, mon mental, m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu as pas terminé ta formation, tu as pas l'intention de devenir coach, tu as pas l'intention de faire la certification derrière, tu vas te retrouver avec des coachs, hyper, qualifiés. Enfin voilà, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas?» Donc j'ai dialogué avec, avec mon mental et puis j'ai envie de dire cet élan du cœur pendant, je crois quelque chose comme 3 mois, pour dire que j'ai un mental quand même assez, que j'avais, il est un peu moins aujourd'hui, assez, têtu, et finalement j'ai pris mon billet et donc je suis partie, aux États-Unis. Donc c'était en Floride que ça avait lieu ce colloque et là, j'ai découvert, donc déjà peut-être un mois avant de partir, je reçois un rappel comme quoi, je me suis pas inscrite à des workshops, à des ateliers. J'avais pas eu l'information, en fait, qu'il fallait s'inscrire à des ateliers déjà, et donc en conséquence de quoi, il y en avait déjà plein qui étaient complets et parmi ceux qui restaient, il y en avait un qui s'intitulait, «L'approche chamanique et akashique de la destinée». Alors bon, autant vous dire que déjà cette école de coaching, elle était un peu connectée, pour proposer ce genre de choses et donc là, chamanique, je connaissais parce que j'avais déjà, voilà, participé à des sweat lodge, enfin, j'avais déjà fait des choses, sur la voie du chamanisme. En revanche, le mot akashique, je l'avais jamais entendu et puis, moi, j'étais dans l'optique,
il faut que je coche, des ateliers, donc j'ai coché des ateliers et puis j'ai pas été chercher plus loin. Puis bon, en 2011, l'information n'était pas du tout ce qu'elle est en 2026, hein, clairement. Donc je pars et là-bas, j'assiste, donc à cet atelier qui est en fait un peu une présentation de techniques de chamanisme, et une autre personne qui présentait, les archives akashiques. Et pour être tout à fait franche, je n'ai pas compris grand-chose. Enfin, mon mental, je pense, a fait une espèce de blackout, parce que c'était tellement, waouh par rapport à là où j'en étais dans ma vie que, je suis restée assez interdite et en même temps, quand on nous a demandé à la fin de prendre la parole et de donner un mot, alors j'avais préparé en bonne élève un mot, je sais même plus lequel, sauf que quand j'ai ouvert la bouche, c'est pas du tout ça qui est sorti. Le mot qui est sorti, c'était connexion. J'ai vraiment ressenti à nouveau, quelque chose au niveau de mon cœur et comme, une sorte de voix intérieure, la même qui m'avait dit: «Il faut que tu ailles à ce colloque», cette voix me disait: «C'est ça que tu dois faire». Et dans ma tête, je me suis dit: «Mais ça, c'est quoi?» parce que j'avais toujours pas compris, en fait. Bref, je rentre en France et puis, bah, là, je commence à chercher un peu sur le net. Je trouve rien, ça m'arrange bien. Donc donc je reprends mon travail, ma petite routine et 3 semaines plus tard, bah, à nouveau cette voix intérieure qui me dit, «Cherche, c'est ça ton chemin, il faut que tu trouves». Donc là, je me suis dit: «Bon, OK», juste pour que cette espèce de voix s'arrête, je me suis dit: «Vraiment, cette fois, il faut que je trouve» et à force de recherche, de fil en aiguille, je j'ai fini par tomber sur une information, qui m'a conduit sur autre chose et c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, donc il y avait un homme, heu, qui venait des États-Unis, qui était, d'origine mexicaine, qui était chaman, et qui vivait, en Floride, justement là où moi j'ai découvert les archives. Là, je me suis dit: «OK, je pense que c'est avec lui qu'il faut que je le fasse, quoi». Donc c'était Ernesto Ortiz et donc j'avais contacté la personne qui avait fait la présentation aux États-Unis pendant le colloque pour lui demander si elle le connaissait. Elle me disait: «Non». Elle m'a dit: «Non, mais voilà, suis ton intuition et voilà, suis ton intuition». Donc bah, mon intuition ou mon cœur, en tout cas, me disait qu'a priori, il y avait pas mal de synchronicité pour que ce soit avec cette personne-là et voilà et c'est comme ça, en fait, que j'ai entamé ce parcours, avec Ernesto mais à l'époque, mon intention n'était pas du tout, déjà de quitter mon travail, de m'installer en tant que, praticienne, et ensuite enseignante en lecture des archives akashiques, encore moins d'écrire des livres, et de faire des prises de parole comme là. Donc tout m'a poussée là-dedans, j'ai beaucoup résisté, hein, j'ai beaucoup freiné, donc moi, j'ai envie de dire, ma personnalité n'a pas voulu aller là-dedans, dans cette voie, mais il y a autre chose qui m'y a vraiment poussée avec beaucoup d'insistance, quoi et voilà et c'est comme ça que tout s'est mis en place, petit à petit, j'ai rien cherché, j'ai rien forcé. C'est venu à moi progressivement. Alors c'est pas venu facilement, hein, parce que, ça m'a fait faire un énorme travail, sur moi que j'avais déjà commencé mais d'une manière un peu plus psychothérapeutique. Là, ça m'a fait faire un gros travail, sur mes peurs, sur mes croyances, pour aller dans cette direction. Surtout que je me suis retrouvée à un moment donné, libérée de mon travail, licenciée et donc là, c'était un espèce de vide, et du coup, bah, c'est à ce moment-là que tout s'est accéléré, en fait. Qu'on m'a proposé de traduire Ernesto, et cetera et de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvée un peu propulsée dans cette voie en me disant toujours: «Je continue à chercher du travail en parallèle», parce que dans mon esprit, c'était vraiment du temporaire, quoi. Ou c'était quelque chose que je faisais à côté d'un travail plus sérieux, quoi, plus classique, académique, on va dire. Sauf que, bah, de l'autre côté, le travail sérieux, classique et académique, ça n les portes se fermaient à chaque fois alors que j'avais la bonne expérience, les bonnes compétences, les bons diplômes et cetera. Donc au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon OK, là, faut quand même que j'entende le message». Et donc là, j'ai dit: «OK», j'ai lâché. J'ai dit: «Bon, bah, écoutez, là, je sais pas ce que vous voulez que je fasse, je sais pas où est ma place.
Je suis prête, à accepter de ne pas avoir à retourner à mettre mon énergie dans le monde, de l'entreprise. Mais du coup, guidez-moi quoi, parce que là, je suis complètement perdue, hein. Et puis, bah, c'est cette confiance qu'à un moment donné, j'ai placée dans quelque chose de plus grand, en fait, hein, dans ce que j'appellerais aujourd'hui, bah, les maîtres d'Akasha, en fait, hein. Voilà, je leur ai dit: «OK, visiblement, il y a quelque chose où et mon âme, hein, visiblement, il y a autre chose pour moi. Guidez-moi, montrez-moi la voie, quoi». Donc voilà, donc c'est comme ça que petit à petit, les choses se sont mises en place, à un moment donné, je leur ai dit: «OK, d'accord, on y va». Enfin, j'y vais surtout et j'ai dit: mais comment est-ce que je vais trouver les personnes quoi, les "clients" entre guillemets?» Parce qu'encore, une fois, là, c'était fin 2012, enfin, on n'était pas du tout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, en termes d'ouverture de conscience, en termes de réseaux sociaux, de publications, ils m'ont dit: «T'inquiète pas, c'est nous qui allons remplir ton agenda». Et donc là, j'ai dit: «OK», ce qui fait que, ben, j'avais un appel, je faisais une séance, je leur disais: «Bon, bah, là, maintenant, il y a plus personne». Hop, dans la demi-heure maximum qui suivait, j'avais un autre appel. C'en était presque au début effrayant parce que je me suis dit: «Waouh, faut que je fasse vraiment gaffe à ce que je demande». Et ça s'est construit comme ça, par le bouche à oreille, et voilà, parce qu'en fait, je j'étais pas partie du tout pour faire ça, hein. Mmh. Demandez, vous êtes entendu, vous êtes aligné aux synchronicités, à cet appel du cœur. C'est ça, ouais, Alors ouais, mais ça demande une sacrée dose de confiance, hein. C'est alors, justement, est-ce que concrètement, on pourrait expliquer aux thérapeutes, ceux qui l'ont pas expérimenté, comment vous recevez ces informations, des archives akashiques, des maîtres d'Akasha dont vous parlez? Par quel canal sensoriel? Et puis, en quoi ça peut se distinguer d'une intuition clinique, de l'inconscient du consultant ou même des canaux, qu'utilisent, les médiums? Comment vous voyez ça, vous? Comment est-ce que vous captez cette information? alors, c'est une information qui est accessible, donc en état de conscience élargi. Hem, donc c'est-à-dire que, déjà il y a des personnes qui y accèdent spontanément. On peut y accéder, en méditation, on peut y accéder dans un voyage chamanique dans le monde, des esprits guides, on peut y accéder en voyage astral, on peut y accéder, lors d'une expérience de mort imminente. J'ai eu récemment en stage, en formation, une personne qui y avait accédé lors d'une prise, de plantes enseignante. Et ça, j'avais jamais eu, cette info jusque-là. Donc il y a toute une palette possible et puis après, il y a, ben, on va dire, une connexion, via des prières, qui sont pas des prières religieuses, en tous les cas, on va dire, définies par la religion, par l'Église ou ou par tout autre type d'institution religieuse, et c'est ainsi en fait que j'ai reçu, la formation via Ernesto qui lui-même l'avait reçue de quelqu'un d'autre en fait. Donc moi c'est comme ça que j'ai démarré. Aujourd'hui, j'utilise plus du tout, cette prière parce qu'en fait, je me suis bon, ils m'ont fait passer par des tas d'expériences, je vais pas toutes vous les décrire, mais en tout cas, j'ai fini par, admettre que je canalisais même, en dehors des archives akashiques et même sans l'utilisation de la prière et que même sans l'utiliser, j'étais connectée à la vibration des archives. Donc à force d'expériences, qui étaient pas forcément toujours très agréables, j'ai fini par encore une fois lâcher et dire: «OK, d'accord, je reconnais, j'admets que, c'est possible», et donc voilà, moi aujourd'hui, voilà, j'y accède, effectivement spontanément. Ensuite, ça nécessite néanmoins, une connexion pour moi au cœur, de se connecter. Alors quand je parle du cœur, c'est pas l'organe, hein, c'est vraiment l'espace du cœur, on pourrait dire le cœur énergétique, le chakra du cœur en fait, cet espace sacré en soi, s'y connecter, s'y plonger, et faire, grandir cette source d'amour, cette vibration d'amour qui est déjà là. Hem, l'expanser, la dilater le plus possible en fait et c'est ça qui crée en fait un espèce de shift, enfin un changement d'état de conscience. Et à partir de là, la manière dont moi je perçois les infos, donc ça passe potentiellement par les 5 sens.
Pour moi, c'est beaucoup, comme des mots que je reçois, mais pas, c'est pas audio, enfin, je veux dire, c'est pas auditif dans le sens extérieur. J'entends pas une voix qui me parle à l'extérieur, c'est plus intérieur. C'est un petit peu, comme quand on se parle dans sa tête, sauf que c'est pas du tout la même nature d'information et c'est ça qui fait qu'on arrive à distinguer, en fait, hein, l'origine. En général, le mental, ce qu'il nous dit, c'est, «Tu dois faire ci, tu as pas fait ça, il reste ça à faire, là, c'est pas bien». Enfin, il est beaucoup dans la critique, dans le jugement, il nous amène dans le passé, dans le futur, il est jamais là, quoi, et il est quand même, en tout cas moi, le mien, rarement source d'enseignement et de sagesse. Alors que là, cette information, elle est vraiment, dénuée de tout jugement. Elle est donnée avec beaucoup d'amour, de bienveillance, et elle est là pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous accompagner, et c'est vraiment une énergie d'amour, quoi, donc ce qui est pas le cas de notre mental en général, hein, donc voilà. Et soit c'est des mots, des phrases, que je perçois, soit, je sais pas comment je sais, mais je sais, j'ai l'info, ça c'est là, voilà. Après ça peut être, comme des flashs, des images, mais dans mon cas, ce sont pas des images en 3D et en noir et blanc et en couleur, c'est justement plutôt noir et blanc et plat. Voilà et puis, moi j'ai aussi des sensations dans le corps. Typiquement, je sais que quand, j'ai, la chair de poule, c'est que c'est oui. C'est un peu, voilà, c'est en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que c'est à chacun de définir aussi une sorte de convention avec son propre corps. Ils m'ont expliqué comme avec un pendule. Moi, je pratique pas, hein, le pendule, donc je ne connais pas et ils m'ont dit: «C'est comme avec un pendule, tu définis une convention» et donc moi, dans mon cas, j'ai compris par la pratique que quand j'ai la chair de poule, ça veut dire oui, ou en tous les cas, c'est un encouragement à aller dans la direction, quoi. Ça veut pas dire que quand j'ai pas de chair de poule, c'est un heu, parce que, j'ai des infos autrement. Mais en tous les cas, voilà, ce genre de sensation ou alors après ça peut être, on peut avoir une lourdeur quelque part ou avoir la gorge qui se serre ou avoir la nausée, enfin, voilà, il y a des manifestations en fait, peuvent se produire dans le corps. Moi, j'ai pas, ce qu'on appelle, pour l'instant la clair-olfaction. Je ne ressens pas, je ne perçois pas d'odeur, de parfum. Hem, voilà, ça m'est arrivé une fois de percevoir un parfum de fleurs, de roses, mais c'est assez rare. Donc voilà. Donc après, bah, l'idée, c'est pour chacun d'aller identifier quel est son j'ai envie de dire son sens de prédilection qui est le plus accessible, le plus facile et puis d'essayer de développer les autres, quoi. Parce que du coup, bah, on va recevoir d'une manière beaucoup plus riche, on va recevoir beaucoup plus d'informations et ça se fait avec le temps et avec la pratique. Ça se Et peut se créer de la pratique. Pardon. justement, Marie-Christine, ces informations, est-ce qu'elles parviennent parce qu'elles ont du sens dans la rencontre ou dans l'instant? Ou est-ce qu'il y a une question à poser? Est-ce qu'il y a une interaction avec ces mémoires? Alors les 2, c'est-à-dire que, quand on est en séance, par exemple, les personnes, viennent avec des questions, mais souvent déjà moi quand je commence à me centrer, en début de séance, en leur présence, je reçois déjà des informations. Donc je les leur partage, je leur demande toujours si ça leur parle, si ça fait du sens pour elles, et ensuite je leur dis: «Bah, maintenant, soit vous avez envie de creuser un petit peu plus ce qui vient de vous être dit, soit vous passez à vos questions, voilà, c'est comme vous voulez, il y a aucune obligation, mais en tout cas, moi, je fais pas de rétention d'informations. Donc si j'ai de l'information, hem, je pars du principe, mais c'est peut-être un principe et une croyance, mais qui est quand même énormément basé sur mon expérience de je sais pas combien de centaines de lectures, hein. En fait, quand je reçois une info, c'est jamais par hasard, quoi. C'est voilà, c'est pas parce que, ils savent pas quoi faire ou quoi dire qu'ils vont donner une info comme ça, quoi. Donc, c'est pas: «J'ai vu de la lumière, je suis rentrée», quoi. Donc en fait, l'information que je reçois, elle a toujours un sens pour la personne, en fait, ou pour moi quand c'est pour moi. Et ensuite, l'autre possibilité, c'est, à titre personnel, moi j'ai reçu beaucoup d'enseignements,
que j'ai partagé dans mon premier livre, hein, Au cœur des archives akashiques. Hem et ces enseignements, bah, je les ai pas demandés, hein, voilà, c'est venu, j'ai été réveillée la nuit, voilà, pour canaliser ces informations. Non, je les ai notées, je les ai enregistrées dans des cahiers, des dizaines de cahiers, jusqu'à un moment donné où ils m'ont demandé, d'écrire un livre, hein, parce que c'est eux qui m'ont demandé, hein. Moi, j'ai encore une fois, j'ai pas du tout voulu écrire un bouquin, et personne ne me l'a demandé, à part eux, et c'était tellement insistant et ça a été sur plusieurs années qu'à un moment dès que je leur disais: «Oui, mais je vois pas du tout qu'est-ce que vous voulez que j'écrive?» Je n'avais pas capté qu'ils voulaient que j'écrive sur le sujet et surtout je voyais pas très bien ce que je pouvais raconter sur ce sujet. Je considérais que j'avais pas suffisamment d'expérience, de recul, je me suis dit: «Mais je suis qui moi pour aller raconter quoi sur le sujet?» Et puis, bah, en fait, à un moment donné, j'ai fini par avoir un espèce de déclic où, j'ai compris que, ils me demandaient de transmettre tous les enseignements que j'avais reçus, que j'avais canalisés et que j'avais enregistrés, dans des cahiers, en fait. Mais si on en revient à l'accompagnement du coup, à quoi elles servent ces informations? Qu'est-ce qui va être utile pour l'accompagner et comment vous mettez en mouvement ces informations reçues alors? Alors en fait, les informations vont aider la personne. L'idée, c'est de, pouvoir aider une personne à sortir d'une situation de blocage où, soit elle est bloquée, soit, oui, enfin, en général, elle est voilà, c'est ça, elle est bloquée parce que ou elle a des peurs, des croyances, mais qui au final vont la limiter donc ça crée finalement, ça crée un blocage, quoi. Il y a plusieurs, manière de fonctionner, en général, la source, on va remonter à l'origine, on va remonter à la source du blocage, en fait, qui peut se situer soit dans l'enfance, la plus grande partie du temps, c'est dans l'enfance, il y a beaucoup de choses qui se jouent déjà à ce moment-là. Soit ça peut être en lien avec le transgénérationnel, soit avec une autre ligne de temps. Ce que certains appellent les vies passées et vies antérieures, mais qui sont plutôt des vies, en parallèle et simultané d'après ce qu'ils m'ont expliqué. Hem, donc voilà et donc on va remonter en fait à cette source, et donc bah, là, je vais avoir une information sur une situation, en fait, que je vais décrire, et en fait, ils me décrivent en fait aussi, l'état dans lequel ça a mis la personne, l'émotion, qui s'est jouée à ce moment-là, en fait. La manière dont la personne a, vécu le contexte, l'expérience, le mécanisme qu'elle a mis en place derrière pour se protéger ou se sécuriser, en fait. Et à partir de là, on donc déjà ça met de la conscience, ça permet à la personne de vraiment mettre de la conscience sur ce qui s'est produit, et ensuite, alors en général, ça lui parle, ça c'est clair, même si elle a pas le souvenir parce que bon, quand on est dans le transgénérationnel ou un autre espace-temps, clairement, on n'a pas vraiment, consciemment l'information, mais ça parle à son corps. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans son corps souvent elles le disent, les personnes, bah, en tout cas, je j'ai pas cette info, j'ai pas ce souvenir, mais mon corps, il enfin voilà, il a réagi, quoi. Et Donc justement d'expérience, c'est plutôt, transgénérationnel, c'est plutôt, d'autres vies, c'est plutôt des phases cachées de l'histoire plus ou moins connue du patient? Enfin, comment on pourrait découper un petit peu, faire un petit camembert comme ça du type d'informations reçues? Alors moi, en tout cas, dans les séances que je pratique, parce que voilà, je peux parler que de mon expérience, Vous venez d'écouter un peu moins de la moitié de cette émission. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast et à toutes les ressources d'Inexplorés praticiens, abonnez-vous et rejoignez un réseau de professionnels engagés pour consolider leurs pratiques, sortir de l'isolement et participer à une nouvelle culture de l'accompagnement. On vous propose un label grâce auquel vous bénéficierez progressivement d'une meilleure visibilité, d'outils pour développer votre activité, d'un soutien dans la gestion de vos rendez-vous, de la co-création d'événements ensemble, ainsi que de nouvelles alliances, des synergies et des expérimentations au sein de notre laboratoire interdisciplinaire. Alors rejoignez le mouvement, participez à inventer avec nous le futur de l'accompagnement, plus humain, plus spirituel, multidimensionnel également. On compte sur vous.